parole est à François Tatti. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais débuter par faire un petit historique également, moins important que celui que vous avez fait précédemment, mais juste revenir effectivement à ce qui s'est passé lors de la dernière mandature, avec l'adoption de ce plan de développement de la langue corse à l'unanimité. C'était, je crois, l'aboutissement d'un parcours important et puis la fin aussi d'un certain nombre de, je dirais, d'aspects plus passionnels qui ont été mis de côté pour commencer à travailler de manière dépassionnée et peut-être un peu plus dépolitisée sur cette question de la langue corse. C'était une étape importante sur laquelle je reviens simplement parce que notre sensibilité, bien entendu, s'y est associée, ça a été adopté à l'unanimité, et que c'est sur cette base-là que nous avons fondé notre programme politique sur cette question lorsque nous nous sommes présentés devant les électeurs en 2010. Nous nous sommes engagés à tout faire pour mettre en œuvre ce plan de développement, à donner les moyens humains, les moyens financiers, et je dois reconnaître que sur ce point-là, je pense que notre majorité n'a pas failli sous la houlette de Pierre Jong. Je crois que le travail a été fait de manière extrêmement positive et dynamique et je crois que même si on peut rendre hommage à celui qui a porté le projet lors de la précédente mandature, il faut faire la même chose avec Pierre Jong qui est très vivant également. Donc nous avons soutenu cette démarche et nous nous étions engagés dans cette direction, considérant que si nous mettions en œuvre ce plan de développement, nous aurions très bien travaillé pour la langue corse. Et puis est venue la question du statut, avec la feuille de route proposée par Pierre Jong, qui nous a interpellés. Clairement, ce n'était pas notre point de départ, mais il est évident que les points qui ont été, je dirais, soulevés, montraient qu'effectivement il y avait une problématique statutaire sur la langue. On l'a vu au plan de l'éducation, de l'enseignement, avec le double concours qui effectivement conduit probablement à des aberrations, avec aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment soulevé, mais aujourd'hui, dans ce plan de développement, la plus grande partie des efforts repose sur les collectivités locales et notamment sur la collectivité territoriale de Corse. Et on peut dire qu'on assiste de plus en plus à un décalage évident entre les actions qui sont menées par les collectivités locales et l'action de l'État, qui, en dehors de l'éducation nationale, pour l'ensemble des autres services, est très en retrait par rapport à ce qui pourrait être fait dans différentes activités. Donc il y a effectivement une interrogation sur la question statutaire qui a été posée à juste titre. Ce n'était pas, encore une fois, je le redis parce que c'est important de le rappeler, ce n'était pas le mandat que nous avions de nos électeurs, ce n'était pas la démarche dans laquelle nous nous étions inscrits initialement, mais force est de constater que si l'on voulait travailler honnêtement sur cette question et si l'on voulait justement travailler vraiment dans l'intérêt de la langue corse sans prendre en considération d'autres aspects, force est de constater qu'il fallait avancer sur la question statutaire. Donc nous nous sommes inscrits dans cette démarche, en gardant à l'esprit l'idée, la trame qui avait été fixée par la feuille de route de Pierre Jong. Nous nous y sommes investis avec l'idée qu'il fallait effectivement tout mettre en œuvre pour aller vers cette société bilingue que nous appelons de nos voeux, qui est le seul moyen pour nous, effectivement, de préserver la langue corse, de la dynamiser et de faire que ce soit une langue vivante, pratiquée par les générations futures. Et nous avons donc, dans cette démarche-là, réfléchi, travaillé, nous nous sommes beaucoup impliqués, et nous avons proposé quelque chose qui nous semblait équilibré au plan statutaire et dynamique au plan des principes. Nous l'avons proposé, nous avons fait une contribution dans le cadre du groupe de travail. Cette contribution reposait sur les principes suivants. 1. Faire en sorte que les services publics, que le statut crée une obligation pour les services publics, crée une obligation d'offrir le corse aux usagers, aux salariés. Alors quand je parle service public, le terme service public, parapublic, bref, faire que
dans l'ensemble des organisations collectives publiques, eh bien, le corse devienne une langue qui soit offerte à l'ensemble des usagers et des salariés. Et le deuxième pilier, je dirais, des principes, c'est qu'en revanche, il fallait, considérons qu'il faut laisser la liberté totale aux individus de pratiquer ou non cette langue, de s'inscrire ou non dans cette offre qui était faite. Il nous semblait, et il nous semble toujours, et je pense que cet aspect est tout de même partagé, que cette liberté est importante, qu'elle correspond par ailleurs à une réalité sociologique. On ne pourrait pas imposer aux Corses, aux habitants de cette île, quelles que soient leurs origines, l'obligation de pratiquer la langue corse, pour la bonne raison que la composition socio-linguistique de l'île ne permettrait pas aujourd'hui, ipso facto, de passer d'une situation dans laquelle seulement un quart ou peut-être un tiers, enfin je ne sais pas combien de personnes sont bilingues dans l'île, mais s'il y a un quart de personnes bilingues, c'est peut-être un chiffre qui est généralement admis, mais disons qu'il y en a les trois quarts qui ne le sont pas. Par conséquent, si on tient compte de cet aspect-là, eh bien, il vaut mieux miser sur effectivement la volonté, la liberté personnelle de s'inscrire dans cette démarche, d'utiliser l'offre qui est faite, l'offre de formation, l'offre de la pratique qui est faite, plutôt que d'imposer l'emploi de cette langue. Au plan, ça c'est au plan des principes, donc, obligation de l'offre, mais liberté de choix. Au plan ensuite des aspects institutionnels. Il nous a semblé que nous avions intérêt, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai, à nous inscrire dans le projet national des langues régionales qui a été reproposé, qui avait déjà été évoqué auparavant, mais qui a été reproposé, qui fait partie des engagements du président de la République. Cette nécessité de s'engager dans cette démarche ne veut pas dire, dans ce cadre-là, ne veut pas dire que nous sommes forcément à l'égal, que nous souhaitons être forcément à l'égal de ce qui va se passer en Catalogne ou au Pays Basque. Ça veut dire qu'il faut qu'effectivement il y ait un cadre national dans lequel après il y ait l'espace pour que les territoires qui souhaitent développer cette langue puissent s'y inscrire avec le degré d'implication et le degré, je dirais, d'obligation statutaire donc pour les collectivités et pour les organismes publics qui choisissent. Donc il faut qu'il y ait un cadre national parce que effectivement c'est un élément important. D'abord parce que je pense qu'il faut qu'on peut toujours essayer de progresser en se distinguant, mais on peut essayer de progresser en faisant y compris progresser le pays. Moi je pense qu'effectivement la Corse a quelque chose à apporter à la France en faisant en sorte d'offrir, de faire des propositions. Jean-Guy Talamont dit qu'il sourit. Et oui, c'est important de considérer que nous n'avons pas aujourd'hui, parce qu'il y a un cadre statutaire pour les langues régionales qui a été imaginé, mais moi je ne connais pas son contenu. Rien n'interdit que nous soyons nous à l'initiative et que nous fassions nous cette offre-là. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, pourquoi s'inscrire dans un cadre national? Parce qu'il y a des embûches juridiques terribles si l'on voulait se distinguer et si l'on voulait entrer, nous, dans un cadre spécifique, dont je crois qu'effectivement, il faut que l'on essaye de se priver, ou en tout cas de ne pas entrer. L'autre aspect, et qui me semble à moi fondamental, c'est que, y compris dans le statut que nous proposons, ça va être extrêmement coûteux. Il va y avoir des sommes considérables à mettre en jeu, en fonction des ambitions que nous aurons. Imaginons que nous mettions en tête de former à la langue corse l'ensemble des personnels que nous recrutons dans nos diverses administrations, mais aussi ceux qui sont déjà en place, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ça va représenter des sommes considérables. On ne peut pas dire aux gens qui partent du niveau 0, vous allez atteindre un niveau de bilinguisme et ça va se faire en 40 ans avec 1 heure de formation le soir. Je crois que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si on veut avoir de l'ambition, en tout cas dans certains services, il faudra aller plus loin, il faudra mettre les moyens pour faire en sorte que les gens soient détachés de leur fonction pour partie du temps de travail. Et ça veut dire que ce sont des sommes considérables, ça veut dire que ce sont des moyens humains considérables à mettre en œuvre que nous n'aurons pas la capacité de mettre en œuvre.
Donc s'inscrire dans une démarche nationale, c'est aussi attraire l'État dans le cofinancement de ce statut des langues régionales. Bon, pour ce qui me concerne, et pour ce qui me concerne peut-être, je considère qu'il faut que le financement soit au moins à part égale, et pas seulement pour l'État dans ses administrations ou dans l'enseignement, mais c'est dans l'ensemble de la démarche. Si effectivement la langue régionale fait partie du patrimoine national, et bien le patrimoine ça a un coût, ça se gère, ça se finance, comme tout le reste. Alors ce statut que nous avons imaginé comporte effectivement une forme d'officialisation de la langue corse. Bien entendu, nous le constatons aujourd'hui au terme d'un travail important qui a été accompli par la Commission sous la houlette de Pierre Jong, et je dois rendre hommage à l'ensemble des participants à ce travail pour la qualité et l'implication, y compris les services qu'il faut saluer, pour faire en sorte de parvenir à un document qui puisse, je dirais, correspondre à la fois aux attentes de la population et aux attentes d'une majorité d'élus de cet hémicycle. Mais ce travail a été fait sur la base d'une motion qui fixait un cadre juridique, celui de la co-officialité et de la parité entre le français et le corse. Et bien entendu, pour nous, cela pose un problème majeur, parce qu'on sort effectivement du cadre que nous avions imaginé comme potentiellement acceptable, praticable, et je vais revenir sur les raisons qui font que ce cadre-là ne nous convient pas. Mais je dois dire que par ailleurs, il comporte des éléments, ce statut comporte des éléments importants qui sont des progrès qu'il faut souligner, notamment sur le recrutement des enseignants, sur la disparition de cette filière bilingue de recrutement qui n'était pas, je dirais, souhaitable de prolonger, mais sur d'autres aspects également. Alors bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'en dehors de cet article-là, tout est parfait, ce serait mentir. Il y a d'autres éléments qui posent problème, qui nous semblent mériter des précisions et des modifications pour le rendre compatible avec nos attentes. Pour autant, ce qui reste comme étant un écueil majeur, c'est la question de la co-officialité et de la parité juridique entre le corse et le français sur le territoire insulaire. Pour nous, ça n'est ni souhaitable, ni nécessaire, ni possible. Ce n'est pas souhaitable d'aller jusqu'à cette parité ou d'imposer cette parité comme étant une norme, je dirais, intangible, parce qu'effectivement, elle pose des tas de problèmes. D'abord, elle impose un certain nombre de contraintes, et même si nous balayons tout à l'heure avec des amendements la réduction de certains effets potentiellement négatifs de cet aspect-là, il restera toujours que potentiellement, eh bien, ça ouvre des perspectives qui ne sont pas acceptables à nos yeux. Par exemple, même si nous n'en parlons pas, est-ce que, avec ce cadre juridique-là, demain, nous pourrons encore se recruter et faire des appels de candidature pour recruter des personnes en fonction de leur connaissance ou non de la langue corse? Alors, si on pouvait l'entendre dans certains domaines d'activité où la langue corse est indispensable, est-ce que demain on va accepter que le corse étant à parité avec le français, eh bien on ne pourrait pas s'y opposer, mais que le corse soit demandé pour des emplois de toute nature? Et ça, je crois que, encore une fois, ne voyez pas dans ces préventions la volonté de préserver la langue française ou de faire un quelconque, je dirais, je n'ai pas de crainte de rupture de l'unité républicaine avec ces questions-là, soyons clairs. Ce que je crains simplement, c'est que les premières victimes de ces mesures-là seront les Corses eux-mêmes. Parce que quand on dit qu'il y a les 4/5 ou les 3/4 des insulaires qui ne parlent pas le corse, eh bien ça veut dire que si on laisse passer des mesures comme celle-là, ils vont se retrouver en situation d'exclusion professionnelle ou de marginalisation professionnelle sur leur propre territoire. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc il faut effectivement que l'ensemble de ces aspects-là ne soient pas possibles, ni aujourd'hui ni demain. Et donc, pour parvenir à cette situation-là, il faut éviter de mettre un cadre juridique qui soit ce cadre juridique-là, qui soit de cette contrainte, de ce niveau de contrainte-là. J'ajoute, et je vais terminer parce que je suis un petit peu long, j'ajoute que, au plan juridique, il y a, et ça a été dit à plusieurs reprises par d'autres intervenants, il y a un obstacle constitutionnel à faire en sorte de donner un certain niveau d'officialité à une langue régionale, nous le savons. Mais entre un obstacle constitutionnel qui
s'il s'inscrit dans un cadre national, sera résolu au plan national et ce sera beaucoup plus simple de le résoudre. Et un obstacle constitutionnel qui, à mon sens, est insurmontable. C'est-à-dire que, imaginez que demain on puisse avoir une langue régionale à parité avec le français sur le territoire, à mon avis, ce n'est pas un article de la Constitution qu'il faut changer, mais c'est un chamboulement de fond en comble de la Constitution que l'on n'aura pas, que l'on n'aura jamais. Et alors, quand on se met... Alors, ce matin, on parlait de montagne, l'Annapurna et l'Himalaya. Là, on n'est plus dans les montagnes, on va sur la Lune, quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre cet élément-là en tête, je dirais, si j'étais dans un supermarché, je dirais en tête de gondole, pour effrayer ou pour repousser ou pour rendre inacceptable ce projet? Voilà, c'est la question que l'on pose. Quel est le but que l'on veut atteindre? Est-ce que l'on veut avoir un statut qui soit un statut praticable dans des délais raisonnables, que l'on puisse proposer de manière simple aux autorités nationales et pas seulement au gouvernement, parce que si on s'arrête aux questions gouvernementales, je crois qu'on passe à côté de l'enjeu. C'est la représentation nationale qui est en jeu, ce sont les équilibres politiques nationaux. Est-ce que l'on se met un obstacle insurmontable ou est-ce qu'on essaye de faire en sorte de choisir un statut qui soit un statut acceptable, avec effectivement des enjeux y compris constitutionnels et y compris juridiques, mais qui soit surmontable et pas des enjeux qui soient insurmontables? C'est la question qu'il faut se poser. J'ajoute que Pierre Chaumont m'a devancé ce matin en indiquant qu'effectivement il faut qu'on se pose la question de la nature du document que l'on adopte. S'agit-il d'un statut? S'agit-il d'une proposition de statut à débattre avec le gouvernement et avec les autorités nationales? De quoi s'agit-il exactement? La question se pose et à mon avis elle est fondamentale parce qu'elle va permettre ou pas de déterminer le cheminement ensuite du document qui sera voté aujourd'hui. Voilà. J'ai terminé sur notre avis sur ce document. Maintenant, comment allons-nous pratiquer? Bien entendu, nous allons déposer des amendements et, en premier lieu, un amendement dans lequel il sera reproduit à plusieurs reprises parce que le terme de co-officialité apparaît à plusieurs reprises dans le texte, mais l'amendement de principe, c'est celui de dire que nous sommes pour un statut de langue territoriale avec un niveau d'officialité que nous déterminerons dans le cadre du statut des langues régionales qui est proposé par le gouvernement, qui est proposé par le président de la République. Et donc nous allons déposer des amendements dans ce sens. Ensuite, bien entendu, nous allons aussi déposer d'autres amendements et voter des amendements de nos collègues et amis de la majorité qu'ils ont prévu de déposer. Nous allons nous associer à ces amendements-là parce qu'ils vont dans le bon sens. Nous aurions pu nous désintéresser de ces aspects-là, mais nous considérons que ce texte est un texte important, fondateur, et qu'il faut le rendre le plus compatible possible avec nos besoins et avec ce qui est nécessaire de faire dans notre île. Je vous remercie.